Nous sommes en Antarctique, au début de l'année 1929. C'est la première fois que des Américains débarquent sur ce continent du bout du monde, encore peu exploré. Ils seront les premiers à réussir l'exploit d'atteindre le pôle Sud par les airs. Ils le feront avec cet avion offert par le constructeur Ford. Cette expédition est organisée par le jeune explorateur déjà célèbre aux États-Unis, Richard Byrd, que l'on voit là. Les moyens sont considérables, avions, équipements radio et météo. Ils ont tout apporté pour installer un camp avec chauffage, cuisine, bibliothèque, du jamais vu. L'opération est financée par des entreprises privées et de grands mécènes comme Ford et Rockefeller. Son coût est colossal, 1 million de dollars, soit 15 millions d'aujourd'hui. Un journaliste du New York Times est du voyage. Les Américains lisent quotidiennement ces articles transmis au journal par signal radio, moyen de communication ultramoderne. Dans l'équipe, il y a aussi 2 caméramans de la Paramount qui font un film documentaire. Dans cet immense désert de glace, avec de fréquentes tempêtes, Richard Byrd et ses 41 compagnons s'installent pour une année entière. En quoi le survol du pôle Sud est-il un exploit dans l'histoire de l'aviation? Et pourquoi cette expédition et cet exploit sont-ils si importants pour les États-Unis? Le 28 décembre 1928, Richard Byrd et son équipe s'apprêtent à débarquer sur la banquise de l'Antarctique, après 4 mois de voyage depuis New York. Voici l'Antarctique. Revoyons l'arrivée du navire le City of New York. Le jour de Noël 1928, il est arrivé en vue de la Grande Barrière de Ross, une immense plaque flottante de la taille de la Grande-Bretagne. L'Antarctique, lui, fait 25 fois la France. 3 jours plus tard, le City of New York a accosté dans la baie des Baleines. C'est la première fois que le drapeau américain va flotter sur ce continent. Le pôle Sud est à plus de 1300 km de là. Descendu le premier, l'un des 2 caméramans parvient à bien filmer les premiers pas de Richard Byrd. Le chef de l'expédition se montre souriant. Difficile de savoir quelle heure il est. C'est l'été austral. Il fait jour 24 heures sur 24. Plusieurs ancres comme celle-ci sont enfoncées dans la glace. Les hommes vont rester à bord du City of New York le temps que Byrd et quelques équipiers trouvent un endroit à l'intérieur de la banquise, là où elle est stable pour installer leur camp. Ici, à cette saison, il y a souvent des crevasses qui se forment. Devant Byrd, c'est Igloo, son fox terrier blanc. En fait, ce n'est qu'à 15 km qu'ils vont trouver un endroit assez stable, protégé du vent, sans danger pour eux et les 3 avions qu'ils ont apportés. L'un pour rejoindre le pôle Sud, 2 autres pour des secours. Une centaine de chiens de traîneau vont transporter tout l'équipement et les provisions jusqu'à l'emplacement du camp. Chaque chien peut tirer jusqu'à 70 kilos. Et là, ils sont 7. Au total, ce traîneau peut transporter quelques 500 kilos. La plupart des équipages réussissent à faire 2 allers-retours dans une journée. Celui-ci revient à vide pour un nouveau chargement. En fait, il y a 2 navires qui apportent quelques 650 tonnes de matériel et provisions. Entre le City of New York et la banquise, c'est un baleinier. Il faudra plus d'1 mois pour tout débarquer. Ces 2-là s'occupent des sacs de charbon. Ils n'ont pas fini. En tout, il y en a 200 tonnes. Quelques semaines plus tard, les hommes débarquent le plus précieux,
l'avion prévu pour le vol au pôle Sud. Ce Ford trimoteur a voyagé en pièces détachées. Ici, on voit bien le fuselage. Il pèse près de 1 tonne. Il va être glissé jusqu'au camp. Richard Byrd a décidé que le camp qu'il construise s'appellera Petite Amérique. Devant la caméra, il joue le directeur des opérations, même si ce n'est pas lui qui a ce rôle. Toutes les constructions sont faites avec des panneaux préfabriqués. Ils sont enfouis dans la neige pour se protéger des vents de tempête et gagner en chaleur. À l'extérieur, ils sont de couleur orange, un orange dans ce genre. C'est la meilleure façon d'être repéré à distance. Toute personne qui s'égare sur la banquise risque la mort. Des couloirs sont creusés sur des centaines de mètres. De chaque côté, des caisses de bois pleines de provisions de nourriture vont servir de parois. Au-dessus, on pose des bâches. Et voilà le résultat. Pour les quelques 100 chiens de traîneau, des galeries ont été creusées dans la banquise. Les niches sont individuelles pour éviter que les chiens ne se battent. Petite Amérique fait la taille de 3 terrains de football. Les constructions sont dispersées pour éviter que le feu se propage en cas d'incendie. En pointillé, les tunnels. Bordé de caisses de vivres, le tunnel principal permet par exemple d'aller de l'administration à la salle à manger sans sortir. Dans tous ces tunnels sont installées les niches pour les chiens. Ici, c'est la réserve de viande de phoque. Les igloos où les avions sont mis à l'abri. Le centre de transmission avec la radio, le nouveau moyen de communication, est là. 3 grands pylônes métalliques ont été installés pour assurer la transmission des messages radio. Voilà, pas loin du camp, le genre de phoques qui vont finir dans la réserve alimentaire pour les hommes et les chiens. Des réserves qui seront indispensables pendant les 12 mois à venir. Mais nos 2 caméramens, Joseph Rucker et Willard van der Veer, ne sont pas là pour faire des images qui risquent de choquer les amis des animaux. Ils sont là pour faire un film qui montre des aventures, des prouesses, du danger et, si possible, qui amusera et attendrira le public des salles de cinéma de la Paramount. Des manchots à délit comme ceux-là vont eux aussi finir dans les assiettes. Igloo, le fox terrier de Richard Byrd, prend des risques. Le manchot Adélie est tout petit, mais il sait se défendre. Là, ce sont des manchots empereurs, les plus grands manchots de l'Antarctique. Des prises de vue avec Byrd et Igloo, c'est encore mieux. Nos 2 cinéastes filment aussi des rorquals, petites baleines qui mesurent tout de même de 7 à 10 mètres. Sur ce continent, il n'y a presque pas d'autres animaux sauvages, sinon des oiseaux. Dans le camp, la vie est très organisée. Les repas sont à heure fixe et par groupes qui se suivent. Pour les 2 cinéastes, comme Rucker à droite avec sa caméra, c'est plus facile de travailler à l'intérieur, bien au chaud. Cette petite mise en scène avec la mascotte de l'expédition, habillée en tenue d'hiver, devrait avoir du succès.
Stop! À gauche, on reconnaît Richard Byrd. À droite, c'est Jack Bursey, l'un des conducteurs de traîneau. Manteau et bottines. Cette tenue vient d'être cousue pour Igloo, qui est déjà une célébrité dans la presse américaine. Le couturier, c'est lui, derrière sa machine à coudre. Martin Ronne est le tailleur de l'expédition. Il est aussi l'aîné de tous. Il a 68 ans. Jeudi 21 février 1929. C'est la fin de l'été. La banquise commence à se refermer. Pour le City of New York que l'on voit là, il devient urgent de partir. Il va hiverner dans le port le plus proche, en Nouvelle-Zélande. Seuls 42 hommes restent ici. C'est Byrd et lui seul qui en a décidé ainsi. Les autres, une vingtaine, repartent très déçus. Maintenant, pour ceux qui ont été choisis, commence une année d'isolement total. Presque tous les jours, Russell Owen, le journaliste du New York Times, partenaire de l'expédition, écrit un article sur la vie à Petite Amérique. Les lecteurs suivent cette aventure comme un feuilleton. Puis Owen enfile bottes, gants et vêtements de fourrure conçus pour l'expédition avant de traverser le long couloir glacé pour aller à la salle radio. C'est là que Carl Peterson transmet en morse les articles d'Owen et les messages de Byrd aux États-Unis. Ce que les cinéastes ne filment pas, c'est Byrd qui corrige les articles d'Owen avant qu'ils ne partent sur les ondes. Byrd est un communicant des temps modernes. Il contrôle tout ce qui concerne son image et celle de l'expédition. Rappelons que la radio sert en priorité à garder le contact avec les équipes qui partent en traîneau ou en avion à la découverte de territoires inconnus. Le 17 avril 1929, le soleil se lève brièvement et pour la dernière fois avant 4 mois de nuit totale. Maintenant, les 42 hommes de l'expédition vont affronter l'inconnu du confinement à Petite Amérique, qu'ils surnomment déjà le Terrier. Le matin, on se lève vers 8 heures. Il fait environ moins 10 degrés, car la nuit, par sécurité, les poêles sont éteints. C'est dans son sac de couchage que s'habille Dana Coman, le médecin de l'expédition. Prendre un bain, comme le fait le pilote Dean Smith, c'est assez rare et pas commode. Et ça manque un peu d'intimité. Dans le grand couloir de nourriture, même avec un plan, pas facile de retrouver ce que l'on cherche à cause de la glace qui recouvre tout. Dans les caisses, il y a toutes sortes de légumes déshydratés et des poudres d'extrait de fruits, du café, du thé, de la farine, des œufs. Il y a de tout. Après le déjeuner, vers 13 heures, Bill Haynes, le chef de l'unité météo, fait son relevé de la température sous abri. Dehors, il fait souvent jusqu'à moins 35 degrés. Des températures dangereuses pour les hommes et très risquées pour faire fonctionner les caméras. Sous une fine couche de poudreuse, tout est gelé. Le sol est dur comme de la pierre. Mais une petite mise en scène comme celle-là va montrer les rondes quotidiennes pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème autour du camp. À gauche,
en haut de l'un des pylônes, une petite lumière clignote en permanence pendant l'hiver. Richard Byrd, que l'on voit assis à gauche, organise souvent des réunions dans la bibliothèque du camp pour préparer le vol au pôle Sud. Voici la route que l'avion suivra. C'est l'explorateur norvégien Amundsen qui l'a trouvé, en traîneau, il y a 18 ans, quand il a été le premier à atteindre le pôle Sud. On le voit ici filmé, plus récemment, avec Byrd qui est à droite, avec une casquette. Très expérimenté, Amundsen a donné beaucoup de conseils à Byrd pour préparer et réussir son expédition au pôle Sud. La priorité de Byrd, c'est la sécurité des hommes et leur survie en cas de panne de l'avion. Il prévoit que Lawrence Gould, le scientifique de la mission, parte en avance et en traîneau faire des dépôts de nourriture sur une partie du parcours. Ici, un dépôt d'essence sera fait à l'avance aussi, mais en avion, par le pilote Dean Smith, gros fumeur comme beaucoup d'autres à Petite Amérique. Et pour le vol au pôle Sud, Byrd a choisi Bernd Balchen, un as de l'aviation. Il est norvégien. Harold June sera son copilote et il fera la liaison radio avec le camp. S'ils réussissent à survoler le pôle Sud et à revenir au camp, ce sera un exploit. Début novembre 1929, le jour est revenu en Antarctique. Gould part avec 45 chiens et de lourds chargements pour faire des dépôts de survie. Au début, les hommes courent une partie de la journée à côté des traîneaux, ou les tirent, car les charges sont très lourdes pour les chiens. Dans les descentes, ils vont à ski. Comme l'explorateur Amundsen l'avait fait, Byrd a demandé qu'après chaque dépôt, les chiens devenus inutiles soient abattus. Leur viande servira à nourrir les autres chiens sur le chemin du retour. Au camp de Petite Amérique, il est temps de sortir le fort de trimoteur de son immense abri de glace. On retire toute la neige accumulée sur la surface de l'avion que l'on appelle la peau de l'avion. On casse les blocs de glace des deux côtés de son igloo. Des hommes apportent maintenant, avec beaucoup de précaution, les ailes gardées dans un autre abri. Chacune pèse 250 kg. Puis, essai du moteur central. Ça tourne. Voilà qui est rassurant après des mois dans la glace. Étape suivante, sortir l'avion, moteur tournant, de son igloo. Et c'est parti. Opération réussie. 28 novembre 1929. C'est le grand jour. On finit de préparer le trimoteur. Tout ce qui est chargé est pesé et compté. On emporte des traîneaux en cas de panne de l'avion. Chaque kilo supplémentaire est noté. Au-delà d'un certain poids, l'avion ne pourrait pas passer des montagnes à 3000 mètres. Mais Byrd est obsédé par la survie de ses hommes. Au dernier moment, il impose encore des sacs de nourriture. Pour diminuer la charge totale, Byrd décide de ne pas embarquer de caméraman. Mais alors, qui va filmer l'événement? Certainement pas le photographe McKinley, que l'on voit à droite. Avec son appareil de 25 kg, il sera déjà bien occupé à faire des photos aériennes pour l'étude du relief. Byrd arrive en tenue adaptée au très long vol qu'ils vont faire. En prenant ces images, nos cinéastes doivent être bien déçus et soucieux. Aucun des deux ne va filmer le moment le plus important de l'expédition. Et c'est parti. La météo est excellente.
à une moyenne de 145 km/h. Si tout va bien, ils seront de retour d'ici 18 heures. Rappelons qu'à cette saison, il n'y a pas de nuit. Depuis Petite Amérique, les 800 premiers kilomètres se font en vitesse de croisière. Mais pour atteindre le plateau polaire, l'avion va devoir passer au-dessus de montagnes à plus de 3000 mètres. Balchen a choisi le col le plus bas. Mais quand l'avion approche de l'étroit couloir qu'il doit prendre, angoisse. Voyons ça de plus près. L'avion est trop lourd et en face le col trop haut. Balchen fait larguer du lest, un sac puis deux, mais ça ne suffit pas. Et pas de demi-tour possible. Idée de génie. Il dévie sa trajectoire pour profiter de courants d'air montant sur les bords du glacier. Sauvé, avec ces courants dus au vent qui vient du plateau polaire, il prend de la hauteur et il réussit à passer le col. Revoyons son exploit de profil. Les courants d'air ascendants portent l'avion à la façon d'un ascenseur au-dessus du plateau polaire. Et après, c'est simple et tout droit. Et bientôt, ils vont être les premiers dans l'histoire à survoler le pôle Sud. Bravo Balchen. Les voilà de retour à Petite Amérique. Par les échanges radio, on sait qu'ils ont réussi à atteindre le pôle. Nos deux cinéastes sont bien sûr là pour filmer. Mais l'équipage est totalement épuisé. En fait, ces images de la sortie de l'avion montrent nos héros filmés un autre jour, au retour d'un vol de découverte plus proche et moins éprouvant. Et pour raconter quelques moments importants du vol, nos cinéastes vont faire rejouer des scènes. Ici, on reconnaît Bird scrutant l'horizon. Là, Bird, à droite de dos, demande au photographe McKinley d'ouvrir la trappe comme ils l'ont fait pendant le vol, et de prendre un sac pour le jeter dans les airs. Le moment historique est lui aussi reconstitué. Pour jouer le survol du pôle, Bird ouvre à nouveau la trappe et commence à déplier un drapeau américain que l'on nous montre de près, attaché à une pierre. Puis il jette le drapeau de son pays et fait un salut militaire quand le drapeau va rejoindre le sol. Cette mise en scène permet aussi de montrer différents paysages de l'Antarctique, filmés pour la première fois depuis le ciel grâce à cette expédition. Bird a décidé de donner les noms de Ford et de Rockefeller à des montagnes qu'ils ont découvertes. Et Balchen, le remarquable pilote norvégien, est bien sûr filmé à son poste. Début février 1930. Le séjour en Antarctique est terminé. La fonte estivale de la banquise a permis au City of New York de revenir. Mais cette fois, il est seul. Le terrier est rangé, en partie vidé. Les avions vont être laissés là. Pas assez de place sans un deuxième bateau. Bird et le photographe McKinley descendent le drapeau américain pour bien montrer qu'ils ne sont pas venus pour une conquête. Organisateur de grand talent de cette expédition exceptionnelle, Bird rentre aux États-Unis avec tous ses compagnons sains et saufs. Encore 4 mois de navigation et ils seront de retour à New York. Le 19 juin 1930, le City of New York va faire une arrivée triomphale à Manhattan. Richard Bird porte une tenue d'apparat. Le gouvernement tient à le remercier et la foule l'attend pour le fêter lors d'une grande parade. Grâce à lui et son équipe, les États-Unis d'Amérique font maintenant partie des découvreurs de l'Antarctique. Et c'est un avion américain qui a réussi le premier à le survoler. Scientifiquement, l'expédition est une réussite. De nouveaux territoires ont été découverts, certains photographiés. Pour le public qui a suivi toutes les étapes de l'expédition par la presse,
C'est une histoire dont l'Amérique est fière. Nos deux caméramens, Rucker et Van der Veer, sont déjà en route pour Hollywood avec leurs images. Un film de l'expédition sera montré dans quelques semaines dans des milliers de salles de cinéma et plus tard, ils recevront tous les deux un Oscar.